Comment rendre l'échec positif? C'est la question à laquelle Tim Harford tente de répondre dans son ouvrage « Échouer si vous voulez réussir ». Apprenez à tirer des leçons de chaque erreur pour rendre l'échec positif. Dans ce monde où la planification efficace semble impossible, venez découvrir les vertus de l'adaptation. Selon Tim Harford, s'adapter, c'est tâtonner. Mais encore. L'adaptation est une aptitude dont chacun est capable. Vous la mobilisez régulièrement dans votre vie quotidienne. Mais elle peut aussi servir à résoudre des problèmes de grande ampleur, comme le terrorisme ou le changement climatique. Mais alors, pourquoi ces problèmes ne sont-ils toujours pas réglés? D'abord, les personnes qui prennent la responsabilité de tout faire sont peu nombreuses. Les citoyens attendent de leurs dirigeants qu'ils règlent tous les problèmes sans faire aucune erreur. C'est totalement contre-productif, puisque les solutions émergent souvent des échecs. Alors, comment planifier une solution viable? C'est là que la méthode de tâtonnement intervient. C'est un processus d'essai et d'erreur qui permet de s'adapter au changement. Il est donc particulièrement adapté pour traiter les enjeux des sociétés qui varient constamment. Les dirigeants préfèrent généralement se lancer dans de grands projets peu nombreux et coûteux qui captent l'attention du public plutôt que de prendre des risques avec des projets moins importants. Or, pour résoudre des problèmes, il vaut mieux penser à de multiples solutions et prendre le temps de sélectionner celles qui conviennent. Plus la question est complexe, plus le tâtonnement est efficace. Mais cette prise de risque est contraire à l'instinct humain. L'idée de se reposer sur un dirigeant qui endosse les grandes décisions de l'entreprise ou de l'organisation est rassurante. En réalité, il faut se méfier de ce schéma trompeur. Il est impossible pour un dirigeant de toujours prendre les bonnes décisions. En tant qu'humain, il commet des erreurs. Il a besoin d'une équipe coordonnée pour multiplier les idées et les solutions. Par exemple, la guerre en Irak a été bien plus qu'un échec stratégique, mais un refus d'adaptation. La solution a été de remplacer les dirigeants et de mettre en place des stratégies grâce au tâtonnement. Les États-Unis ont fait l'erreur de s'entêter dans des manœuvres qui échouaient. Il aurait été plus judicieux de multiplier les idées pour en trouver une qui fonctionne et de s'inspirer des expériences locales réussies. C'est dans cette idée d'adaptation que de nombreux États misent sur l'innovation. Le principe, c'est de développer plusieurs idées en parallèle. Bien sûr, la majorité d'entre elles n'aboutiront pas. Mais de cette expérience émergeront de nombreuses possibilités. Malheureusement, cette innovation a un prix. Mais les quelques réussites génèrent des bénéfices très importants. Pour financer les innovations, il faut faire appel aux brevets, qui encouragent les inventeurs en leur donnant les moyens financiers nécessaires à leur recherche. Mais difficile d'encourager les innovations qui ne permettent pas de retombées financières, comme les vaccins, par exemple. Il faudrait donc réformer les brevets pour encourager davantage les entreprises à s'intéresser à ces problèmes importants. Il existe aussi des prix et des subventions qui encouragent l'innovation. Netflix, par exemple, y a fait appel en offrant $1 million à celui qui développerait un meilleur algorithme de recommandation que le sien. Quand les idées sont nombreuses, il arrive un moment où il faut les sélectionner. Selon le domaine, les conséquences d'un mauvais choix peuvent être dramatiques. C'est le cas en médecine notamment. Il faut donc être capable de séparer les bonnes et les mauvaises approches. Pour les recherches médicales, les chercheurs utilisent l'essai randomisé contrôlé, par exemple. Mais une fois qu'une idée a été identifiée comme étant efficace, il faut ensuite qu'elle soit utilisée plus largement. La solution, c'est d'avoir de meilleurs feedbacks, autrement dit, de meilleurs retours sur expérience. Ils permettent de mettre en évidence les failles du système. L'adaptation et l'utilisation des feedbacks donnent l'opportunité d'améliorer les politiques des entreprises, mais aussi de résoudre des problèmes plus globaux, comme le réchauffement climatique. Évidemment, ça ne peut fonctionner que si les dirigeants ont une réelle volonté de mettre en place des solutions et de définir l'ampleur du problème. Pour illustrer tout ça, prenons la question du climat. Idéalement, il faudrait réussir à diminuer les émissions des gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas si simple. Pour mettre en œuvre cette solution, il faudrait que des milliards de personnes prennent chaque jour des dizaines de décisions qui vont dans ce sens.
Sauf que la volonté ne suffit pas. Chacun risque d'empirer la situation en faisant un mauvais choix sans le vouloir. Donc, il faut que les informations liées à l'écologie et les retours sur catastrophe soient transparentes et accessibles à tous. Une autre solution est la taxe carbone, qui augmenterait le prix du pétrole et donc ferait baisser la consommation. Mais cette méthode n'est pas encore suffisamment appliquée. La difficulté principale est de trouver un accord international. Ce qui freine les politiques globales, c'est principalement la peur de l'échec. Sans marge d'erreur, tout se complique. Après la crise économique de 2009, il a semblé évident qu'il fallait rendre le système financier plus sûr. Mais ce système devait tolérer une marge d'erreur. Pour ça, il faudrait donner plus de capital aux banques pour éviter les faillites et préparer un plan de secours si cela arrivait. Pour James Reason, spécialiste en catastrophes, il existe 3 types d'erreurs: les ratés, les violations et les fautes. Dans le premier cas, il peut s'agir d'une faute de frappe, par exemple. C'est une erreur involontaire. Dans le deuxième cas, la faute est commise volontairement, comme lors d'une fraude fiscale. Enfin, la troisième situation correspond à une faute dont les conséquences sont inattendues. Évidemment, les personnes les mieux placées pour repérer ces erreurs sont les employés des entreprises. Ce sont les fameux lanceurs d'alerte qui prennent de gros risques personnels en prenant la parole. L'adaptation est basée sur 3 principes simples. D'abord, il faut expérimenter, en gardant à l'esprit que beaucoup d'idées n'aboutiront pas. Il faut également rendre l'échec surmontable. Et enfin, il faut déterminer le moment de l'échec pour ne pas le reproduire. L'entreprise Whole Foods Market illustre bien ces principes. Ces décisions sont décentralisées et prises à un niveau local, ce qui favorise l'innovation. Une autre entreprise qui suit le même fonctionnement est Google. Sa grande innovation est de laisser 20% de temps libre à ses employés, qui est consacré à développer de nouveaux projets. C'est grâce à cette mesure que Google News et Google Maps ont vu le jour. Tout comme Whole Foods Market, ce ne sont pas les directeurs, mais les autres ingénieurs qui valident les projets des employés. Cette méthode est appelée approbation des pairs. Ce fonctionnement permet aux employés de faire des erreurs et d'apprendre de ces dernières. Dans la vie de tous les jours, vous devez également être disposé à échouer. Pour y arriver, il y a 3 erreurs que vous devez apprendre à surmonter. D'une part, vous êtes naturellement enclin au déni, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fait pour entretenir 2 pensées qui semblent contradictoires. Ensuite, vous devez lutter contre les comportements autodestructeurs qui alourdissent les pertes en cherchant à les compenser. Autrement dit, en cas d'échec, il est courant d'empirer la situation en voulant arranger les choses. C'est naturel, mais contre-productif. Essayez plutôt de vous adapter et d'apprendre de vos erreurs. Enfin, instinctivement, vous voulez à tout prix tirer quelque chose de positif d'une erreur passée. Or, ça vous empêche d'en tirer des leçons. L'idéal, c'est d'être aidé par quelqu'un, d'être conseillé. Acceptez parfois de vous contenter de ce qui fonctionne et de vous éloigner des choses néfastes, qu'il s'agisse de votre entourage ou de votre travail, par exemple. Finalement, s'adapter au quotidien, c'est accepter l'échec, mais également apprendre à corriger ses erreurs. Ainsi, l'échec n'est plus destructeur, mais libérateur. Une fois que la possibilité de l'échec est assimilée, vous pourrez laisser vos idées et votre innovation se développer sans limite. En s'inspirant des échecs et des erreurs des entreprises et des politiques, Tim Harford vous propose des outils pour apprendre à vous adapter et à ne pas se voiler la face. Apprenez de vos erreurs et utilisez vos échecs pour développer vos idées. Depuis les grands enjeux mondiaux jusqu'aux petits défis du quotidien, cet ouvrage rend la complexité du monde plus facile à aborder.